Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci de vous être connectés encore ce soir pour ce troisième atelier. Donc, atelier pratique qui s'inscrit, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas assisté aux deux précédents ateliers, qui s'inscrit dans le cadre de la CERD, Semaine européenne de réduction des déchets. VGA, du coup, s'est adapté un petit peu à la situation et au confinement, etc. Et puis a réussi à proposer au moins 6 ateliers pratiques qu'on vous propose du coup via le lien Teams pour ceux qui se sont inscrits et inscrites à l'atelier. Sinon, vous pouvez aussi le suivre sur le Facebook Live de Val-de-Garonne Agglomération. Donc merci d'être avec nous, merci de votre engagement et de votre participation. On va aussi remercier nos partenaires. Donc ce soir, nous sommes avec Aurélie Au Jardin des Camis. Donc bonsoir Aurélie. Bonsoir. Est-ce que en 2 petites secondes, vous pouvez nous présenter votre entreprise et puis peut-être vous présenter un petit peu le sujet de l'atelier de ce soir? Avec plaisir. Eh bien moi je suis passeur de nature, donc l'objectif c'est de travailler, de faciliter la connexion à la nature chez les petits et chez les grands, particulièrement avec les plantes sauvages, les arbres. Donc l'idée c'est d'apprendre à les reconnaître, à les utiliser dans son quotidien pour se faire du bien, se sentir mieux en l'occurrence. Ce soir, donc du coup, on a choisi quelques plantes sauvages assez faciles d'accès qu'on va transformer et qu'on va utiliser dans la maison, dans différentes pièces de la maison pour réduire ces déchets. Donc on a choisi ensemble la lessive au lierre grimpant, donc utilisable dans la salle de bain, un pesto d'ortie pour la cuisine, l'apéro, et un vinaigre infusé aux orties et au romarin qui peut servir en soins corporels pour les cheveux ou le visage, le corps. Super, mais tout ça, ça a l'air super intéressant. En tout cas, moi je suis sûr d'apprendre énormément de choses ce soir. Je suis un petit peu novice en la matière, hein, tout ce qui est les plantes et la différence des plantes. Je ne sais pas vous à la maison, mais si vous êtes calé ou pas. Mais si c'est comme moi, mais je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses avec Aurélie ce soir. En tout cas, voilà, ça donne envie. C'est important de se lancer dans ces défis, de relever un petit peu le faire maison. C'est vraiment comme ça que l'on va réduire nos déchets. Et ça, c'est vraiment un des objectifs principaux de la décennie, voire des années qui arrivent là. Il faut vraiment que l'on arrive à réduire la production de déchets. Et donc, c'est peut-être en se reconnectant aussi un petit peu avec la nature et qui nous donne tout ce dont on a besoin pour faire des produits domestiques à la maison, à la salle de bain, à la cuisine. Donc, on va essayer de découvrir tout ça. Aurélie, j'ai envie de dire, on y va. À vous. Parfait. Bon. Alors, je me mets en place. Ouais, sans le masque, ça sera plus agréable et pour vous et pour monde. Aurélie. Hein. Donc, voilà. Bien, alors, on va commencer d'abord un petit mot sur les plantes sauvages. Donc l'objectif en fait, mon objectif à moi, c'est d'apprendre à connaître ce qui pousse autour de chez nous, les plantes qui poussent un petit peu toutes seules, qu'on appelle parfois mauvaises herbes. Alors aujourd'hui, étant donné la période en plus, on a quand même pas mal de ressources à notre disposition, malgré qu'on approche doucement de l'hiver. On peut trouver entre autres du lierre grimpant. Donc, je vous le présente là, vous le connaissez, c'est celui qui pousse au pied des arbres, au pied des murs et qui va, comme son nom l'indique, grimper vers la lumière pour faire des petites fleurs et des petits fruits. Alors c'est assez rigolo parce qu'en ce moment justement, en fait, c'est une plante qui est complètement inversée dans son cycle de végétation et qui fait des fruits en ce moment, à l'approche de l'hiver. Donc d'un point de vue environnemental, elle est super intéressante, on a tendance à s'en débarrasser un petit peu facilement, parce qu'elle prend beaucoup de place, mais finalement, elle fait des fruits pour les oiseaux, maintenant, au moment où ils en ont besoin. Donc, c'est bien d'en préserver un petit peu dans un bout de son jardin, c'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui aussi. Ça peut nous servir à nous, et ça peut servir à l'environnement qui est autour de nous. Voilà. Deuxième plante qu'on va utiliser, et qui n'est pas forcément la plus aimée, a priori, c'est l'ortie. Alors l'ortie, là, je suis sûre que vous pouvez que la reconnaître et vous vous trompez pas souvent. Si jamais vous vous trompez, vous touchez un peu. Généralement, ça pique. Ça, c'est une plante pareille aussi, une petite bombe minérale en fait. Elle est pleine de minéraux, calcium, potassium, fer, magnésium. Il y a à peu près toute la famille. Et donc du coup, ça peut être très utile à la fois en interne pour fabriquer en cuisine et le manger, pour se faire du bien, et à la fois aussi en externe, donc pour les cosmétiques, parce qu'elle va avoir le même effet sur la peau que quand on l'ingère. Une troisième plante intéressante qu'on trouve en ce moment, là il faut aller se promener un petit peu plus loin, il faut aller dans les bois, s'éloigner un petit peu plus de la maison, mais c'est l'occasion de prendre l'air. On trouve du lierre terrestre. Alors le lierre terrestre,
porte quasiment le même nom que le lierre grimpant qu'on a vu tout à l'heure, mais n'est pas du tout la même famille botanique. D'ailleurs, sa feuille n'a pas du tout la même forme non plus. Elle a une forme de cœur avec des petites crénelures sur les côtés, en fait. Donc on peut la reconnaître assez facilement et elle s'appelle lierre terrestre parce qu'elle rampe au sol. Elle grimpera pas plus de 20 cm, on va dire. Jamais elle montera le long des arbres. Elle va s'étaler par contre au sol et si vous êtes attentif et que vous regardez bien la forme de cette feuille, vous en verrez des tapis un petit peu partout dans la forêt en milieu ombragé. On en reparlera encore un petit peu tout à l'heure de ces petites caractéristiques. On va utiliser également la mauve sylvestre, qui est une plante là qui pousse au jardin, au potager ou dans les plates-bandes en bordure de chemin, qui fait des grandes feuilles en forme avec 5 nervures principales, comme les 5 doigts de la main, qui se relient en un centre et qui sont découpées de part et d'autre et crénelées. On verra peut-être mieux, celle-ci est un peu abîmée. Tac, 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 tac. Voilà, si je l'étale comme ça. Voilà. Des grandes feuilles et des fleurs mauves. Donc celle-là, on va l'utiliser parce qu'elle est très douce, c'est la plante de la douceur. On va l'utiliser en cuisine, mais comme l'ortie en fait. L'idée, c'est de réduire ses déchets et de se faire du bien et donc de se dire, mais les produits que j'utilise en cosmétique dans ma salle de bain doivent être les mêmes que ceux que je mange en fait. Si je veux me faire du bien, je ne mets rien sur ma peau que je ne serais capable de manger. Et donc du coup, en fait, ce sont les mêmes plantes qu'on va utiliser pour manger et pour fabriquer des produits du quotidien. Dernière plante qu'on utilisera aujourd'hui, le romarin. Là, on s'éloigne un tout petit peu des plantes sauvages, mais on tombe dans le domaine des plantes aromatiques et médicinales qui vont être là pour apporter un petit peu plus de principes actifs et des senteurs un peu différentes. Ben, génial. Du coup, 5 plantes, à part en effet le romarin, on est d'accord que ces 5 plantes, on peut les trouver proches de chez nous et peu importe où on habite. Ça pousse partout. Bon, ici, on est en vallée de Garonne. Ça pousse, voilà, proche dans les jardins du voisin ou dans la première forêt à proximité. Ça, on peut le trouver facilement. Absolument. Toutes celles-là, de toute manière, elles viennent de mon jardin. Moi, j'habite à La Réole, juste pas très très loin. Donc tout ça est disponible ici. Donc on va avoir le lierre, l'ortie et la mauve plutôt au jardin. On a vu le lierre terrestre qui va être un petit peu plus en bordure de forêt. Mais sinon, tout est complètement accessible. Est-ce que c'est des plantes qui peuvent ressembler à d'autres? En clair, est-ce qu'on peut se méprendre et puis penser que c'est... j'ai déjà oublié le nom, hein, Oui. mais est-ce qu'on peut se tromper de plante ou est-ce que c'est vraiment les caractéristiques que vous avez données sont vraiment... Bon, l'ortie, on est d'accord, on ne va pas se tromper. Mais est-ce qu'on peut se tromper avec d'autres? Est-ce qu'on peut se tromper? C'est une question hyper importante. Il faut faire toujours très attention à ça. Donc, ouais, question très intéressante. Alors, l'ortie, si vraiment on a un doute, on met un doigt et on voit si ça pique ou pas. C'est le critère infaillible, en fait. Donc, là-dessus, il y en a qui ressemblent quand même quand on regarde un petit peu. Mais si elle pique légèrement, si elle est urticante, en tout cas, qu'elle pique, qu'elle brûle, c'est une ortie. Il n'y a pas de confusion possible. Pour le lierre grimpant, il n'y a pas de confusion non plus. On a une grosse feuille grasse. Généralement, avec l'ortie, en tout cas ces deux plantes-là, c'est des choses qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. En fait, on les connaît, on sait les apprivoiser, il n'y a pas de souci. Même moi qui suis novice, je pense les reconnaître. Ça va. Ça va. Le lierre grimpant, comme son nom l'indique, il grimpe le long des murs. Il a une grosse feuille qui brille et qui est très épaisse, qu'on a du mal à déchirer. D'ailleurs, elle fait du bruit quand on la déchire, comme si on déchirait une feuille de papier. Un petit peu ciré même. Hein. Complètement, ouais, complètement. On ne peut pas se tromper non plus. Le lierre terrestre, alors comme on disait tout à l'heure, avec ces caractéristiques-là, on ne peut pas se tromper. Il faut toujours penser à regarder où on se trouve. Donc si vous trouvez du lierre terrestre en plein milieu d'un espace, en plein soleil, sans aucune ombre, c'est sans doute qu'il faut se poser la question. Mais si vous êtes en sous-bois, qu'il y a un grand tapis d'une feuille qui en plus est odorante, si vous en avez ramassé à la maison pour faire l'atelier en préparation, vous pouvez en froisser une feuille et vous verrez qu'il y a une odeur très particulière. Une fois qu'on l'a senti une fois, on ne peut plus se tromper. En forme de cœur avec des petites crénelures et des petites crénelures rondes, si on prend le temps d'observer. Ce n'est pas des pointes. Souvent dans la nature, on a des pointes comme les orties. L'ortie, elle fait des crénelures, mais des petites pointes. Ici, ce sont des crénelures arrondies. Pas de confusion possible. C'est même très esthétique en fait. Absolument, très jolie plante. Voilà, pas de confusion possible. Pour la mauve, alors celles-ci, elles ont commencé à sécher en fait depuis que je les ai ramassées. J'ai du mal à les étaler. La mauve, c'est une fleur qu'on peut assimiler d'un moyen mémotechnique, on va dire, au chiffre 5. Si on regarde bien la composition de la feuille, si on l'étale bien, la feuille, elle a 5 nervures principales qui se rejoignent comme les 5 doigts de la main au centre.
ici. Ouais, en effet, ouais. Tac, 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 comme les 5 doigts de la main. Elle fait également 5, du coup, à chaque extrémité, il y a 5 lobes arrondis, encore le chiffre 5. Ici, aujourd'hui, on n'a pas la fleur parce qu'on est en hiver, mais si vous avez la fleur qui pousse, c'est une fleur mauve avec 5 pétales. Donc voilà, d'un point de vue mémotechnique, si on peut se baser là-dessus, une fois qu'on a ça, les 5 doigts de la main. Les 5 doigts de la main qui se rejoignent en un seul point. Ok, super. C'est de la mauve. Bon, mais on est pareil. Hein. Et puis le romarin, ouais, bien sûr. Le romarin, généralement, on le soigne bien dans un coin du ouais, jardin. Exactement. Parce que voilà. même, celui-là, on le chérit un peu. Donc, Alors, avec ça, on fait quoi? Alors, avec ça, on fait quoi? Bon, on va commencer par la lessive au lierre. Je pense que le meilleur moyen d'y aller, c'est de se lancer. Donc, allez, super. On commence par celle-là. Donc, puis, à la maison, avant de commencer, du coup, est-ce que vous avez eu la liste des ingrédients, la liste des ustensiles? Alors, peut-être que vous n'avez pas trouvé toutes les plantes, mais si vous avez trouvé, c'est génial. On va avancer pas à pas. Hein. N'hésitez pas. On lève la main dès qu'on a une question, ou alors on le met sur le chat. Hein, posez la question à l'écrit. Les collègues Céline et Séverine qui sont derrière les écrans, là, regardent ça, essaieront de vous répondre. Sinon, nous passerons les questions en direct pour qu'Aurélie puisse vous répondre. Hein. Donc, on essaie d'avancer ensemble sur l'atelier. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'atelier, vous sachiez faire les trois ingrédients qui vont être présentés là maintenant. Donc, on n'hésite pas. Ceux qui nous suivent sur le live Facebook, c'est pareil, dans les commentaires. Hein, posez des questions. On essaiera de répondre à un maximum d'entre elles en direct. Et voilà, on va essayer d'avancer comme ça tout le long de l'heure qui s'amène. Donc, allez, Aurélie, on est parti. On est parti. La lessive. Alors, la lessive au lierre, donc le lierre grimpant qu'on vient juste de présenter. Le lierre grimpant a cette particularité, en fait, de n'être pas comestible. Par rapport à toutes les autres plantes qui sont ici, c'est une plante qui est considérée, qui est classée comme toxique. Toxique pour nous, en fait, on ne peut pas l'ingérer, c'est une plante non comestible. Il faut faire attention. Par contre, elle est comestible, comme on le disait au début, elle est comestible pour les oiseaux, donc c'est pas parce qu'elle n'est pas comestible pour nous qu'il faut s'en débarrasser, justement. Elle peut avoir, en plus de ses aspects esthétiques, d'autres intérêts qui ne sont pas forcément pour nous. De notre point de vue, en fait, elle a un intérêt quand même, qu'il est important de connaître et de savoir utiliser, c'est que ses feuilles sont très riches en saponine. Donc, l'idée de la lessive au lierre, c'est d'aller extraire la saponine, qui est un tensioactif, donc un petit principe actif, on va dire chimiquement, qui va permettre de dissoudre les saletés dans l'eau. En fait, elle fait le lien entre le gras et l'eau. Donc, quand on a des saponines, elles entourent les boules de saleté, elles les dissolvent dans l'eau et ensuite ça part dans l'eau de rinçage. Donc l'idée de cette fabrication, ça va être d'extraire la saponine qui est contenue en quantité très importante par rapport à d'autres plantes dans les feuilles, de l'amener dans une phase liquide qui va nous faire comme une lessive, ensuite qu'on pourra utiliser dans la machine à laver, comme habituellement quand on fait la lessive. Donc pour ça, c'est très simple, en fait la saponine se dissout dans l'eau. Donc comme elle est soluble dans l'eau, elle est présente dans l'eau de la feuille. L'idée, ça va être de rendre cette saponine disponible pour qu'elle passe dans l'eau liquide dans laquelle on va la mettre. Donc, globalement, on va faire quelque chose qui ressemble à une infusion de feuilles de lierre terrestre. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on va prendre des feuilles. On garde que la feuille parce que la tige est beaucoup moins riche en saponine, donc elle a beaucoup moins d'intérêt pour la fabrication de la lessive. On va ramasser des feuilles qui sont plutôt en bonne santé. On va les choisir... tant qu'à faire plutôt grosse, parce que du coup, il y aura moins de manipulation, un petit peu moins de travail, ça ira plus vite. Et plutôt en bonne santé, donc une feuille en bonne santé, c'est une feuille qui est bien verte, qui n'a pas commencé à devenir marron, qui est bien luisante. Voilà. Oui, moi j'ai du lierre comme ça à la maison, et c'est vrai que de temps en temps, je vois quelques feuilles qui sont abîmées un petit peu, qui sont en des trous. Ouais. Peut-être que les animaux sont venus un petit peu grignoter. C'est ça. Mais sinon, en effet, elles brunissent un petit peu. Donc celle-là, j'évite. Celle-là, on évite. Oui. D'accord. C'est qu'elles sont, effectivement, soit les petits animaux sont venus les grignoter, sont venus se servir, soit elles sont vieillies, elles sont trop vieilles. Si elles sont trop vieilles, de toute manière, il y aura moins de principes actifs. On va juste prendre ce dont on a besoin, pas plus, pas moins. Le reste, on le laisse, on y reviendra tout à l'heure, on le laisse pour le reste de notre environnement. Mais on va prendre juste ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin pour faire 1 litre de lessive, à peu près, c'est une 50aine de feuilles. Alors, j'ai fait le travail pour vous. Il y a une fois ou deux où j'ai compté les feuilles, une par une, quand
quand je les ai ramassées, je les ai comptées une par une, parce que quand même compter 50 feuilles au bout d'un moment, c'est un petit peu rébarbatif, et puis il se passe plein de trucs, il y a les enfants qui viennent nous voir, ils trouvent ça chouette, et puis on ne sait plus où on en est, enfin bon. Donc globalement, ça revient à prendre des feuilles. Alors on va les déchirer ou les couper en morceaux, c'est pour ça que je vous avais demandé éventuellement un ciseau. L'idée c'est de les couper grossièrement en morceaux, de les mettre dans un contenant en verre. Et ensuite, on viendra recouvrir d'eau à ras-bord. 50 feuilles pour 1 litre d'eau, ça fait à peu près comme une soupe un peu légère. D'accord, Voilà. ok, super. Pour se donner un ordre de grandeur. Sinon, vous pouvez vous amuser à compter les feuilles. Une première question, Aurélie, sur le chat. La saisonnalité du lierre, en fait, à quel moment les feuilles seront les plus vertes, les plus jeunes, les plus intéressantes au niveau de la sapoline? Ok. Alors, on en trouve toute l'année. Il y aura des feuilles vertes intéressantes toute l'année. Comme la majorité des plantes, le moment où elles seront vraiment le plus riches, c'est au printemps, parce qu'on est en pleine montée de sève, en pleine montée d'énergie. Et donc, à ce moment-là, vos feuilles seront le plus chargées en tout un tas de principes actifs, dont la saponine. Mais on en trouve toute l'année, et il y en a quand même en quantité notable toute l'année. Donc, on peut ramasser le lierre et faire sa lessive au lierre toute l'année sans problème. Ben voilà une bonne astuce. Toute l'année, on fait sa lessive, qui mine de rien, pousse gratuitement dans votre jardin, ou dans le jardin du voisin. Il faut lui demander la permission. Attention, on ne se sert pas n'importe comment. Mais une question peut-être, Céline? Oui, une question sur le chat. Donc, faut-il laver les feuilles avant? Alors, dans la mesure où c'est une plante qui est aérienne, est-ce qu'il faut laver les feuilles avant? Si elles ne sont pas souillées, ce n'est pas nécessaire en fait. Ce sont des feuilles qui sont très cireuses. Donc s'il y a une souillure qui est dessus, eh ben, vous ne ramassez pas la feuille, hein, vous ne la prenez pas, on est d'accord. Mais il n'est pas nécessaire de les nettoyer à l'avance. Si on les nettoie à l'eau de pluie? À l'eau de pluie. Hein, on n'utilise pas l'eau potable du robinet pour rincer les feuilles. Mais si on a un petit seau avec un peu d'eau de pluie ou un récupérateur d'eau de pluie, en idéalement, vous essayez de ramasser, même pour les plantes comestibles, hein, c'est une règle aussi, si vous le pouvez, vous essayez de ramasser après la pluie, en fait. Vous attendez qu'il ait plu, et si vous savez qu'il a plu dans la demi-journée précédente, c'est impeccable. Ben, là encore, c'est la nature qui fait le boulot pour nous, quoi. Voilà, c'est ça, on ne va pas s'en priver. D'accord. Donc 50 feuilles, on déchire. On déchire, on coupe on au déchire ciseau. grossièrement. Hein. Il y en a qui chiffonnent. Alors l'idée de déchirer, en fait, c'est que effectivement, comme la feuille est très épaisse et un peu cireuse, la saponine est coincée à l'intérieur. Donc le fait de déchirer va permettre d'ouvrir des portes et de faciliter le passage des principes actifs dans l'eau de macération. On facilite le transfert, en fait. Voilà. On augmente la surface de contact, on facilite le transfert d'un endroit à un autre. D'accord. Le pot en verre, vous avez bien sûr, c'est de la récup. Hein, on n'a pas acheté ni un saladier, ni quoi que ce soit de spécifique. Hein, on est encore une fois sur de la récupération. Ça devait être un pot de jolie confiture. Voilà, une fois qu'on s'est bien régalé avec, on garde ça. C'est toujours utile d'avoir quelques pots en verre comme ça à la maison. La preuve, on peut faire après de la lessive au lierre à l'intérieur. Voilà. Alors, le choix du contenant, on prendra plutôt du verre plutôt que du plastique, sachant qu'on va mettre de l'eau chaude et qu'il va y avoir, c'est pas une réaction chimique, en fait là on n'est pas en train de mélanger des produits qui vont réagir entre eux, on est juste en train d'aspirer le contenu de la feuille de lierre dans le liquide qui va être à côté. Mais du coup on préférera plutôt un contenant en verre qui est complètement inerte. On fait juste attention à ce que l'eau ne soit pas extrêmement bouillante et qu'il n'y ait pas de choc thermique pour ne pas risquer de faire exploser le contenant. Mais sinon, voilà, c'est le plus inerte qu'on puisse trouver, c'est mieux. Et d'un point de vue du nettoyage aussi, le verre, c'est le top, quoi. Voilà, donc pour ceux qui ont suivi les ateliers de hier, en effet, Aurélie refait un petit peu le lien. Hein, et par rapport au transfert de matière que l'on peut avoir avec la bouteille en plastique, le pot en plastique, etc., le verre, c'est garantie sain. Et puis 100% recyclable à l'infini. Donc on ne s'en prive pas, on l'utilise. Encore une fois, voilà, facile à nettoyer, facile à entretenir. C'est garanti, on utilise ça, on n'hésite pas. Céline, une autre question? Oui, une question sur Facebook. Donc, peut-on faire plus qu'un pot de confiture au niveau des quantités? Alors, absolument. Est-ce qu'on peut faire plus qu'un pot de confiture? On peut faire la quantité qu'on le souhaite. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'idée, c'est de respecter toujours la proportion entre la quantité de feuilles qu'on va avoir et la quantité d'eau. Toujours pareil, hein, une soupe un petit peu claire. Hein, globalement, c'est un petit peu le schéma. Vous allez voir après quand on va mettre l'eau. On peut faire en plus grosse quantité. Une fois qu'on va l'avoir préparé,
On va mettre de l'eau dessus. On va le laisser infuser pendant 24 à 48 heures. Ensuite, il faudra filtrer pour retirer les feuilles, pour éviter d'aller jusqu'à quelque chose qui ressemble à une putréfaction. Voilà. On a juste transféré les principes actifs dans la lessive. Ensuite, on filtre, on récupère le liquide qui peut se conserver à peu près 2 à 3 mois. À température ambiante, voilà, si vous êtes dans un placard à la maison, 2 à 3 mois à peu près, juste pour qu'il ne se dégrade pas trop, sachant que toujours tout ce qui est en phase liquide a tendance à se dégrader d'une manière générale, en fait, quel que soit le produit qu'on a fabriqué. Là, on ne rajoute aucun conservateur, bien sûr, rien du tout de plus que ça. Donc, ça aura une tendance à se dégrader. 2 à 3 mois sans problème. Donc, l'idéal, c'est de calculer la consommation de lessive dont on a besoin sur les 2 mois qui viennent et puis d'avoir une quantité adaptée à sa disposition. Mais voilà, du coup, la réponse, en effet, oui, on peut préparer la quantité supérieure à un pot de confiture. On peut prendre un gros pot à confit. Ou on peut prendre une bouteille peut-être aussi, voilà, le contenant qui sera le plus approprié à l'utilisation qu'on en aura en fait. Voilà. 2 à 3 mois, bon, ça laisse le temps de venir quand même, hein, et puis d'aller se repromener un petit peu pour aller récupérer du lierre frais et donc peut-être refaire un petit peu sa lessive. On se rend compte que finalement ça va être très rapide parce qu'on a dit qu'on ne rajoutait rien. Donc, voilà. Visiblement, on a quasiment tous les éléments. Là. Ah voilà, donc là on a mis un petit peu de lierre dans le pot. On va ajouter par-dessus, alors j'ai de l'eau que j'ai fait chauffer au préalable, mais sinon vous faites chauffer de l'eau dans une casserole à la maison, vous l'amenez à ébullition ou dans un... Là, elle fume encore, mais voilà, c'est magnifique. Sinon dans une bouilloire, vous faites chauffer un petit peu d'eau. Et puis l'idée, comme on disait tout à l'heure, donc ça va être de venir recouvrir légèrement le lierre avec de l'eau. Donc là, j'en ai fait un tout petit peu pour la présentation. Donc je ne vais pas remplir mon pot complètement, mais j'aurais pu. Mais l'idée, voilà, en effet, c'est vraiment d'adapter le niveau d'eau par rapport à la quantité de lierre. On vient juste couvrir le lierre. On vient juste couvrir délicatement le lierre. D'accord. Voilà. Bon, et Jérôme, voilà, arrive à le montrer un petit peu à l'écran, ça c'est pas mal. On voit que l'eau ne remplit pas le pot. Les feuilles n'étaient pas suffisantes pour qu'on ait autant d'eau, donc on vient juste couvrir par-dessus. Voilà. J'ai mis mon eau bien chaude dessus. Je vois qu'assez vite, de toute manière, le liquide va commencer à verdir un petit peu, à prendre la couleur. Il y a de la chlorophylle en fait de la feuille qui va passer également dedans. Je peux agiter un petit peu. Hop, voilà, ça va tout faire tomber. Ok, là on aide un petit peu le transfert. Voilà, c'est ça. On homogénéise un petit peu. Et puis après, eh bien, un petit bouchon. On le laisse dans un coin de la maison. Pendant 2 jours, on le laisse si possible à un endroit où on passe. Et puis ce que je conseille pour ne pas oublier, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on passe devant, on touille un petit coup. Comme ça permet de remuer un petit peu, de faciliter un petit peu les échanges encore. Pendant 1 à 2 journées, 24 à 48 heures. Le temps que ça refroidisse tranquillement et que en fait il y a une sorte d'équilibre qui va se passer entre le liquide dans lequel la plante baigne et la sève qui est à l'intérieur de la feuille. En fait, la pression va se mettre identique des 2 côtés et c'est ce qu'on recherche pour pouvoir récupérer le plus de saponine possible. Aurélie, vous dites entre 24 et 48 heures. Bon, oui. Il y a un delta assez important. Donc, important. Est-ce qu'il y a un intérêt à maintenir à 48 heures ou pas? Non, enfin pas particulièrement. Non. Voilà. Ça se joue voilà, en fonction de... Il faut aussi rester pratique, hein. Il faut aussi pas non plus... faire du zéro déchet, c'est déjà changer ses habitudes, c'est pas forcément toujours facile. Alors, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête ou se mettre des challenges trop élevés, quoi, trop élevés. C'est pour ça que, voilà, on essaye de prendre des repères assez précis, mais en même temps... assez accessible sans se prendre la tête tout le temps. On n'est pas obligé de compter 50 feuilles, on fait à peu près une soupe claire. Hein. Ça, c'est plus rapide à comprendre. 1 à 2 journées en fonction de ce qui vous arrange. Hein. Si jamais vous partez au bout de 24 heures, c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire quand même, parce que sinon on peut aussi se mettre plein de freins, alors qu'il n'y a pas forcément lieu de ça. Oui, ça c'est intéressant. Voilà. Voilà. Pas de frein. On frein. ne s'embête pas. Quelque chose de facile. Tout le monde peut le faire. Voilà, 1, 2 jours, s'il y a 3 jours, il y a 3 jours. S'il y a 3 jours, il y a 3 jours. Après, le seul risque qu'il y a, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les feuilles commencent à se putréfier un petit peu en fait. Donc du coup, on va avoir une lessive qui va commencer à sentir un peu moins bon. Ce qui est quand même là un problème en fait. Enfin, voilà, mais de toute façon, on est d'accord que si on prévoit de partir en vacances, on ne va pas se mettre à faire de la lessive juste à ce moment-là. On prend les devants, on le fait un petit peu avant. Céline, une question encore sur les chats. Peut-on rajouter des huiles essentielles?
Alors, les huiles essentielles. Et là, on va ouvrir le dossier des huiles essentielles. Alors, le débat des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont pleines de principes actifs à elles-mêmes, puisque les huiles essentielles, en fait, sont fabriquées à partir de distillation à la vapeur, des principes actifs qui sont contenus dans des plantes qui, généralement, en plus, ont un intérêt majeur, qui sont vraiment hyper efficaces, mais qui, du coup, environnementalement, ont un coût de production relativement élevé. Donc, les huiles essentielles sont vraiment très actives. En fait, elles sont à prendre avec des pincettes. Il faut savoir lesquelles on utilise, dans quelles conditions. Et voilà, je défends aussi le fait, en tout cas moi à titre personnel, qu'elles ont un coût environnemental fort, parce qu'il faut des tonnes de fleurs pour arriver à quelques millilitres d'huile essentielle, qui des fois poussent très très loin, en fait, si on s'y intéresse un petit peu, et pas toujours juste à côté de chez nous. Donc, l'utilisation des huiles essentielles doit être faite avec la plus grande parcimonie et vraiment avec une grande connaissance, je trouve, de mon point de vue. Et en plus, là, on est sur de la lessive, donc qui va être chauffée dans la machine à laver, même si c'est à 30, 40 ou 45 degrés, parce que vous faites attention de ne pas chauffer énormément. Et donc, il y a une grande partie des composés qui vont être des composés de l'huile essentielle qui vont être dégradés à cette température. Donc en fait, on se retrouve face à un double questionnement du coût environnemental de l'huile essentielle que je vais mettre dans ma lessive, que je vais utiliser en quantité non négligeable, et ensuite de l'intérêt, puisqu'il y en a une partie qui va être potentiellement détruite au lavage avant d'avoir pu faire effet. Donc là-dessus, pour moi, pas d'huile essentielle dans les produits de ménage, si ce n'est éventuellement, si ça reste à température ambiante, pour nettoyer une surface qui doit être désinfectée, éventuellement. Donc à retenir, on utilise les huiles essentielles avec parcimonie, on se renseigne vraiment déjà sur leur intérêt, hein, on ne mélange pas les huiles essentielles n'importe comment, etc. C'est vraiment des recommandations à passer et à communiquer. Dans le cas de cette recette-là, il n'y a pas d'intérêt énorme à rajouter les huiles essentielles, puisqu'en effet, ça serait presque du gaspillage de ce que vient de nous expliquer Aurélie, puisqu'à la machine, l'effet même des huiles essentielles va disparaître avec la chaleur de l'eau. Donc ça serait dommage. Ça serait dommage. Dans tous les cas, est-ce qu'il y a un intérêt par rapport à l'odeur? On peut, je pense, anticiper une question qu'on aura certainement. Quelle est l'odeur? Parce qu'on est quand même habitué à ces lessives du commerce qui sentent bon les fleurs de Pâques, etc. et les lavandes printanières, etc. Est-ce que là, avec une lessive au lierre, mon linge ne va pas sentir trop le lierre un petit peu et le jardin du voisin? Ok, et c'est vrai que c'est agréable de se glisser dans un lit après qu'il y a des draps qui sentent bon, tout ça. C'est une question importante. Alors la lessive au lierre ne laissera aucune odeur, comme la lessive à la cendre qu'on peut faire et pour laquelle vous pouvez trouver pas mal de tutos déjà aussi sur le net. Donc aucune odeur à la machine, ni dans un sens ni dans un autre en fait. Enfin, vous n'aurez pas d'odeur de verdure en fait sur le linge avec une lessive au lierre, mais pas d'odeur positive non plus à côté. Ce que je pourrais conseiller éventuellement pour rebondir sur les huiles essentielles de tout à l'heure, c'est après la lessive, après le rinçage, éventuellement, si vous recherchez à donner une odeur agréable au linge, à pulvériser sur le linge humide avant de l'accrocher pour le séchage, pulvériser une eau florale. L'eau florale, c'est le résidu de l'huile essentielle. Donc en fait, c'est un composé qui volatile aussi, qui est issu des plantes de la même manière que les huiles essentielles, mais qui arrive en 3e ou 4e distillation beaucoup plus tard, qui est beaucoup plus dilué et qu'on trouve en beaucoup plus grosse quantité. Donc le coût environnemental est beaucoup moins important que l'utilisation des huiles essentielles. Donc éventuellement, on peut trouver des eaux florales qui sont intéressantes et qu'on peut pulvériser directement sur le linge après l'essorage en fait. Comme ça, les fibres textiles absorbent l'odeur et la conservent par la suite. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à entendre les gens dire « Oui, mais les produits que l'on fait à la maison, ça lave moins bien, ça sent pas bon, ou ça sent pas. » Souvent, c'est ce qu'on entend, c'est « ça ne sent pas ». En fait, est-ce que le message ne serait pas de dire « Il faut se réhabituer à ne pas avoir ces odeurs issues de la pétrochimie le plus souvent ». En fait, ça serait un petit peu ça quand même. Revenons à du simple. C'est ça, c'est une grande question et là c'est un gros travail à faire sur soi-même et qui fait partie de la démarche zéro déchet assez souvent. Oui. C'est vrai. À la maison j'ai vu Fatima secouer votre bouteille, c'est que du coup la lessive est faite, hein, c'est ok, voilà. N'hésitez pas, hein, si les autres, voilà pareil c'est fait, allez hop, ouais super, voilà on me montre le petit pot, ouais ça c'est génial. Ok, ben voyez, voilà, rapide, efficace.
Maintenant, Voilà. il faut patienter. Hein. Il faut patienter. On patiente. Juste avant Aurélie, Céline, encore une question ou deux? Oui, Oui. des questions. Donc, Anne souhaite savoir donc, le dosage pour l'utilisation. Et également une autre question de Laure. Peut-on ajouter du vinaigre blanc? Ok, donc Ok. le dosage par machine, on imagine, hein, comment on utilise cette lessive, en clair? Alors, comment on utilise la lessive? Globalement, il faut en mettre un petit peu plus que la lessive habituelle qu'on achète en supermarché, si vous avez encore de la lessive de supermarché. Pour une machine entre 5 à 6 kg, je pense que c'est la machine moyenne d'un ménage, on va dire un verre à peu près, 20 centilitres, un petit verre de cuisine, directement dans le bac de la lessive habituelle ou dans la boule au cœur du linge. Peu importe, en fonction, pour ça, conservez vos habitudes habituelles, c'est pas la peine de tout changer d'un seul coup non plus. Donc un petit peu plus que la lessive du commerce habituel. Par rapport justement à cette habitude commerciale, si on parle en termes de bouchons, souvent les lessives liquides ont le petit bouchon, ça fait quoi? 2 bouchons? Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Ouais, de bouchon j'imagine. commercial, je suis J'imagine. désolée. Mais, Je dirais 20 centilitres, un petit 20 centilitres. 20 centilitres, ça doit faire un c'est bouchon et demi. Un verre de cuisine, ouais, Ouais. à peu près. Ça doit faire un bouchon et demi, voire 2 bouchons. Mais la première fois, n'hésitez pas à la rigueur, si vous devez utiliser ce petit bouchon-là, parce que utiliser le contenant de l'ancienne lessive, c'est aussi intéressant, hein, à la rigueur. S'il est en plastique, attention, mais voilà, utilisez le petit bouchon, doseur, clac, clac. Voyez ce que ça représente, 20 centilitres, et puis voilà, vous aurez vite fait cette image. Et regardez, si vous voulez une petite preuve d'efficacité ou de ce que contient la lessive, en fait, je l'ai agitée un petit peu, celle que j'ai faite il y a quelques jours et qui est déjà filtrée. Et en agitant un petit peu, on voit toutes les bulles qui se forment à la surface, comme quand, pour preuve qu'il y a du savon, en fait. Ça mousse. De la saponine, en fait, c'est ça. Ça mousse, comme quand on a une eau savonneuse. Donc si ça mousse, ça lave. Donc ça lave, c'est ça. Et une autre, il y avait quand même la deuxième question, pardon Céline, avant je te redonne la parole après, mais c'était est-ce qu'on peut rajouter du vinaigre? Ah oui. Oui, donc c'était peut-on rajouter du vinaigre blanc? Et une question aussi sur Facebook par rapport au vinaigre blanc. Si on fait son adoucissant avec du vinaigre blanc et des pots d'agrumes, est-ce qu'on aura une odeur sur le produit? Alors ça c'est une question double. Alors, ça- On va répondre d'abord à la première. Est-ce qu'il y a un intérêt à rajouter du vinaigre blanc dans cette recette-là? En adoucissant. En adoucissant dans la machine. En adoucissant éventuellement, si vous avez cette habitude et voilà, si vous avez envie, en adoucissant, pas en même temps. Plutôt après, ce sera plus efficace en fait. Vaut mieux laisser les produits agir les uns après les autres plutôt que tout mettre en même temps. Oui, ça c'est un conseil souvent même sur les lessives. En effet, utilisons la lessive naturelle comme celle-ci, et puis on met dans le bac adoucissant son vinaigre. En effet, si on a fait macérer des agrumes à l'intérieur, ça ne laissera que très peu d'odeur, hein, l'agrume macéré dans le vinaigre, mais vous pourrez avoir cette sensation de fraîcheur, en tout cas à la fin en récupérant le linge. Donc voilà, on n'hésite pas, mais en effet le vinaigre on le met dans le bac adoucissant. Et pour répondre à une question que j'ai vue passer aussi, macérat de fleurs, c'est un petit peu pour moi comme les hydrolats de fleurs en fait. Pas en adoucissant, mais plutôt à la sortie du linge de la machine à laver, en pulvérisation. Là, vous conserverez complètement... voilà, il n'y a plus du tout de chaleur, donc il n'y aura plus d'évaporation des composés floraux qui sont très volatiles et qui donnent cette odeur agréable. Oui, parce que n'oublions pas que la majorité d'entre nous réglons nos machines à 60 degrés. Beaucoup de machines sont à 40, 60. Même 40, ouais, voilà, 40, c'est déjà beaucoup, et c'est déjà ouais. trop. Mm. Donc voilà, utilisons ça plutôt voilà, sur des températures, donc à froid, quoi, presque. Hein. Voilà, ouais. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, mais on va passer sur la suite. Très bien. Alors, nous avons fait notre lessive au lierre. La deuxième préparation que je vous propose, c'est du vinaigre infusé aux orties et au romarin. Alors ça, pour moi, c'est une grande nouveauté. J'ai jamais vu. C'est vrai? Jamais. Alors, globalement, on reste sur le même concept de fonctionnement que la lessive, en fait. On va faire une infusion, une infusion de feuilles, sauf qu'au lieu de la faire dans de l'eau, là c'était de l'eau très chaude, cette fois-ci, on va la faire dans du vinaigre. Quel vinaigre je prends? Alors, d'un point de vue, le vinaigre que je vous propose a une vocation cosmétique, en fait. L'idée, c'est de s'en faire un produit beauté qui va servir à rincer les cheveux, rincer la peau. Particulièrement pour ça, on va utiliser le vinaigre de cidre.
Pourquoi le vinaigre de cidre? Celui-ci en particulier parce qu'il a un pH qui est relativement doux, un pH légèrement acide, mais doux et qui est très adapté au pH de la peau en fait. Donc il n'est pas trop agressif pour la peau, que ce soit le cuir chevelu ou même la peau du visage. En fait, on peut s'en faire une lotion pour rincer le visage. Et en plus, comme il est issu de la fermentation de pommes, on retrouve pas mal de composés actifs vivants qui viennent directement d'une matière naturelle qui n'a pas été transformée par l'industrie, enfin ça dépend où vous allez chercher votre vinaigre de cidre, et qui est aussi bénéfique en fait pour la peau. C'est toujours dans l'idée, on fait des cosmétiques, mais pour moi, un cosmétique doit être quelque chose qu'on doit pouvoir manger, parce qu'en fait je vais le mettre sur mon corps et ça va rentrer à l'intérieur de mon corps quand même. Donc si ça rentre à l'intérieur de mon corps, il faut que je sois en capacité de le manger, sinon je me pollue moi-même, je me fais pas du bien en tout cas. Ça fait 2 fois qu'Aurélie le dit, mais je trouve que c'est une formule qui me plaît, que j'essaierai de retenir. C'est que si j'utilise un cosmétique, il faudrait que je sois capable de manger ce qui a servi à le faire. Mais c'est, je trouve, un très très bon procédé, voilà, pour retenir un petit peu voilà, ce côté, est-ce que c'est chimique, est-ce que c'est pas chimique, c'est est-ce que je le mangerai? Oui, donc en effet, je peux l'utiliser sur moi. C'est, je trouve très très bien, ça, je piquerai cette phrase lors d'animation. Avec plaisir, avec plaisir. Ça paraît simple, mais on n'y pense plus forcément tout le temps. Donc le vinaigre de cidre a déjà des vertus en lui-même très adaptées au pH de la peau, très doux pour la peau, et en même temps il est plein de principes actifs parce qu'il est issu d'une fermentation. Et les produits fermentés donc sont très riches en acides aminés, en plein de produits qui vont venir nourrir l'organisme. Dans ce vinaigre, on va faire macérer des plantes. Cette fois-ci, on ne va pas chauffer pour rester à température ambiante. Et en particulier pour la peau, on va choisir 2 plantes qui ont des vertus particulières, même si elles sont sauvages et qu'on les trouve à tous les coins de rue, presque. On va commencer par l'ortie. Alors l'ortie, j'ai commencé à en parler un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment une des plantes nourricières qu'on trouve partout, qui sont sauvages, qu'on n'aime pas, mais qui sont hyper intéressantes en fait. Là, aujourd'hui, on va l'utiliser particulièrement pour le côté minéral qu'il apporte. C'est riche en calcium, potassium, magnésium, fer, vraiment quasiment tous les minéraux y sont. Donc, par exemple, si vous êtes fatigué, vous mangez un petit peu d'ortie, ça va booster votre organisme, en fait, ça va reminéraliser. On verra ça juste après, de toute manière, j'en ai mis dans le pesto aussi. Je le mange et je le mets sur moi, c'est vraiment une plante top. Et donc là, en fait, on va aller chercher l'ortie pour nourrir entre autres le cheveu. Si on s'attache au vinaigre en tant que soin capillaire, ça va aller nourrir le cheveu, le renforcer quand il est un petit peu fatigué, un petit peu cassant, en fonction de l'âge qu'on a. Si on est un peu stressé, on a les cheveux qui s'abîment. Donc là, ça va aller aider à renourrir un petit peu le cheveu. Voilà une recette qui peut m'intéresser, hein, au vu de mon tissu capillaire. Et là-dessus, on va ajouter du romarin. Alors, le romarin que vous trouvez au jardin, il y en a plusieurs sortes, hein, parce que voilà, les romarins qu'on utilise sont forcément issus d'une pépinière. Il y a plein de romarins différents et ils sont tous très actifs, à peu près de la même manière. C'est un peu comme des cousins, on pourrait dire, ce sont tous des romarins cousins. Donc, globalement, ils auront le même fonctionnement avec des petites différences, mais qui sont négligeables. Vous pouvez tous les manger et tous les utiliser dans les mêmes conditions. Le romarin, c'est traditionnellement, en fait, là on est en train d'essayer de se réapproprier les savoirs de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères qui connaissaient ça par cœur. C'est la plante du cheveu parce que justement, elle va venir renforcer le cheveu, l'embellir et le rendre plus brillant. C'est une plante qui, voilà, on disait qu'elle fait plus pousser les cheveux que si on prend du romarin et qu'on se met même des infusions d'eau de romarin sur les cheveux, en fait, qu'on va avoir un cheveu brillant et qui pousse plus vite. Donc, on va essayer de récupérer cet intérêt-là dans notre vinaigre. C'est vrai que ce sont des savoirs pas oubliés, la preuve. Il y a des passeurs de nature qui sont là pour les rappeler. Mais c'est vrai que c'est des choses voilà, que les ancêtres savaient mieux et savaient mieux utiliser peut-être. Et il faut peut-être voilà, retrouver ce lien un petit peu avec ce qu'encore Mère Nature peut nous donner. C'est ça, c'est l'objet en fait, se réapproprier des choses, mais tout en les simplifiant. Enfin, l'idée, c'est pas de se faire des nœuds dans la tête en fait, c'est de se faire des choses simples. Oui, on ne se transformera pas en pharmacien ou en druide. Non plus. Non plus. Non plus.
Alors, ce vinaigre. Alors, ce vinaigre, eh ben, comme tout à l'heure, on prend un contenant en verre, propre et sec, hein, évidemment. Première question, pardon, qui me vient. Est-ce qu'il y a un intérêt à aseptiser un petit peu, l'ébouillanter, par exemple, la bouteille en verre, pour la purifier un petit peu ou pas? J'aurais tendance à dire ça dépend de ce qu'il y a eu dedans à l'avance, en fait. Si c'était un produit alimentaire, si vous avez mis du lait, par exemple, c'est une bouteille, je sais que moi, mon laitier, il me donne le lait dans des bouteilles en verre. Si je la récupère, là, je vais aller la faire bouillir parce qu'il peut y avoir des composés qui se déposent et qui collent un petit peu. Ça dépend vraiment, en fait. Là, il faut aussi se faire confiance et puis c'est une bouteille. On se garantit qu'elle soit propre. Voilà, il faut qu'elle soit propre. On va mettre du vinaigre dedans. Imaginez, si je mets du vinaigre dans cette bouteille, est-ce qu'après, j'aurai envie de le manger ou pas? C'est pareil. Voilà. Ok, donc, bon principe. Eh bien, comme tout à l'heure, on va prendre de l'ortie, on va prendre du romarin et on va en mettre dans la bouteille. Alors, le romarin, c'est facile, on peut mettre une branche directement, ça pose aucun problème. Vous la découpez en plusieurs morceaux pour la faire rentrer en fonction de la taille de votre contenant, mais vous mettez toute la branche, c'est pas la peine de les feuiller un par un, vous pouvez tout mettre ensemble sans problème. Ok, à la maison, c'est bon, ça suit? Ouais? On est ok, super, ouais, les pouces se lèvent, magnifique. N'hésitez pas, on note tout, ça c'est très bien, oui, je vois le petit papier, le petit crayon, voilà, le petit pense-bête. Hein. On pourra reproduire ça plus tard, ça c'est bien aussi. Hein. Mais n'hésitez pas, voilà, hein, le petit chat, sinon levez la main, et puis vous pouvez poser des questions en direct. Hein. On a un retour son, donc il suffira juste d'enclencher votre micro, et puis vous pouvez poser, hop, Fatima, une question. Fatima, une question, hein. Donc renclenchez votre micro et puis on vous écoute. Alors, est-ce que vous avez le micro d'ouvert, Fatima? Non, après, voilà, là c'est bon. Hop, là il est rééteint. Là. Là. On vous entend. Bonsoir. 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 J'aimerais savoir, s'il vous plaît, si on peut préparer le vinaigre de cidre à la maison. Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut préparer le vinaigre de cidre à la maison? On peut préparer le vinaigre de cidre à la maison. J'arrive pas à trouver le vinaigre bio, c'est pour ça que j'aimerais. D'accord. Eh bien oui, on peut préparer du vinaigre, alors on dira plutôt du vinaigre de pomme. C'est accessible assez facilement à la maison. En fait, on va faire fermenter des pommes dans de l'eau. Alors deux têtes, en fait, c'est pareil. Vous récupérez les épluchures, très zéro déchet. En fait, on aurait pu faire ça avec, mais il n'y a pas de plantes sauvages. On récupère les épluchures et les trognons de pommes. Voilà, vraiment les déchets de la pomme. On les met dans un contenant, on recouvre d'eau avec éventuellement une cuillère de sucre, un tout petit peu de sucre pour activer la fermentation au début, pour ceux qui ont l'habitude de faire des fermentations. Et on laisse chauffer, et on laisse ça à température ambiante, 20-25 degrés au moins, pendant 2 à 3 semaines, jusqu'à ce que les pommes qui au début flottent tombent au fond, en remuant un petit peu tous les jours pour l'aérer. Et ça va commencer à fermenter, d'ailleurs peu à peu ça va avoir une odeur un peu vinaigrée, fermentée, comme toutes les fermentations. À partir de ce moment-là, on filtre, on retire les pommes pour pas que ça putréfie, hein, toujours pareil, et on garde le liquide, et on le laisse encore 1 à 2 semaines pour qu'il continue de maturer un petit peu. Et à partir de là, on récupère le vinaigre, on peut le filtrer encore une fois s'il faut, s'il y a des petits résidus pour pas que ça avance trop, et après on peut le conserver. Donc c'est tout à fait possible. Ouais. Et bien voilà Fatima, vous savez, il n'y a plus qu'à faire maintenant. Il faut manger des pommes et surtout on ne jette rien. On récupère tout, les pelures, les trognons, et puis il faut un peu de patience. Et un peu de patience, oui, il faut. Voilà. C'est une organisation, mais bon, ça se fait plutôt bien. Mais en tout cas, merci de la question, très intéressant. Merci à vous. Donc voilà, on prend du romarin. On prend de l'ortie. Alors, comment on fait pour prendre de l'ortie sans se faire piquer? Bon, voilà une question qui m'intéresse. Voilà une question intéressante. On fait attention. Alors déjà, dans l'ortie, on va essayer... Alors celle-là, je l'ai cueillie avant de venir. Elle commence déjà à se défraîchir un petit peu. On va aller ramasser, pour ramasser l'ortie dans le jardin, en fait, de manière assez simple pour ne pas se couper. On ramasse que les feuilles qui sont en haut de la tige. Parce que les 6 ou 8 feuilles tout en haut, ce sont celles qui sont les plus jeunes, les plus intéressantes. Elles sont les plus riches en principe actif. Donc du coup, on va prendre que celles-là. Ce sont les plus jolies de toute manière. On va aller les cueillir délicatement. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends mon ciseau directement. Hop, je viens en dessous de la feuille, je coupe et je laisse la feuille tomber dans le panier que je tiens juste à côté. Comme ça, je mets le moins possible les doigts dessus quand même. On n'est pas non plus... j'ai pas
je ne suis pas non plus magicienne. Hein, voilà. Ou alors vous mettez des gants. C'est possible aussi, mais on est toujours moins à l'aise avec des gants. Moi, j'aime bien travailler sans gants, mais juste le ciseau en dessous, tac, et ça tombe directement. C'est une astuce très très simple, mais ma foi hyper efficace. Hyper efficace. Et ensuite, eh bien, alors, petit cours de botanique quand même. Si on regarde bien, en fait, l'ortie, ça pique parce qu'il est recouvert de poils un petit peu partout. Ce sont des poils urticants. Il y en a dessus, dessous, sur les feuilles, sur la tige. Il y en a vraiment partout. Des tout petits poils blancs. Si vous êtes à la maison, vous en avez, vous pouvez prendre le temps de regarder par transparence. Ces petits poils, en fait, ce sont des petits tubes de silice, comme une aiguille de docteur, comme l'aiguille de la seringue d'un docteur. Et elles sont reliées à l'intérieur de la feuille à une vésicule. Et donc, quand on se pique, c'est comme si on se faisait une piqûre. C'est exactement pareil. Ce sont des petits tubes et on va se piquer le doigt sur la pointe du tube. Ça va venir percer la vésicule et ça injecte sous la peau une demi-goutte d'un produit qui gratte, qui contient de l'acide formique, entre autres. Donc du coup, une fois qu'on a compris ça, en fait, on se dit que la piqûre de docteur, si je pique dessus, je me pique, mais si je caresse l'aiguille de bas en haut, en fait, le long de l'aiguille, je ne me pique pas. Et bien pour l'ortie, c'est pareil du coup. Si on se la prend vraiment verticalement au-dessus, on se pique, mais si on la caresse doucement, dans le bon sens, en aplatissant les aiguilles, on ne va pas se piquer. Donc on évite l'attaque frontale. Donc on évite l'attaque frontale. Si je prends une belle grosse feuille, comme ça, et que je regarde du coup comment sont les petites aiguilles, m'intéressent beaucoup parce que du coup je veux savoir où est-ce qu'il ne faut pas que je pose mes doigts. Et bien on voit qu'elles sont toutes inclinées. Elles sont toujours inclinées vers la pointe de la feuille en fait. Tac, 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 dessus et dessous. Elles ne sont pas à 90 degrés par rapport à l'axe de la feuille. Donc du coup si je veux caresser la feuille sans me piquer, il suffit juste que je pose deux doigts délicatement, je ne sais pas comment faire pour se montrer, hop, en haut, en bas. Et je caresse de la base de la feuille vers la pointe, vers l'extrémité. De cette manière, je ne fais qu'aplatir les aiguilles de silice. Et ça pique pas. Et du coup, ça les décroche même, en fait. Et du coup, ça ne pique pas et ça les décroche. Donc, une fois que j'ai fait ça, je ne me pique plus. Ça, c'est si vous voulez vraiment faire connaissance avec une feuille d'ortie. Du coup, après, d'une manière générale, il est intéressant de prendre le temps, quand on prend une feuille d'ortie, de regarder où sont les petites aiguilles et de les prendre dans le bon sens, donc toujours du bas vers le haut. Alors, le moins possible, on essaye de mettre juste deux doigts, délicatement, pour pouvoir la saisir, le temps de la couper et de la mettre comme on veut. Donc après, voilà, en effet, pour la mettre dans la bouteille, la même démarche, on coupe. Voilà, on coupe grossièrement. Et on met tout ça dans la bouteille avec le romarin. Et on met tout ça, voilà. Une question sur le chat. Est-ce que l'ortie blanche est aussi utilisable? Alors, personnellement, je ne connais pas l'ortie blanche. Aurélie, mais vous êtes un puits de savoir, donc j'imagine que vous allez avoir une réponse. Alors, cette question, j'ai une réponse, ça va. L'ortie blanche, en fait, c'est un nom vernaculaire. Quand on parle d'ortie blanche, si je comprends bien la question qui est posée, ça fait référence botaniquement au lamier, qui est le lamier blanc, en fait, qui est une plante dont la feuille ressemble légèrement à la feuille d'ortie, mais qui n'est pas du tout une ortie. En fait, botaniquement, ce n'est pas la même plante. Mais dans la tradition, on l'a appelée ortie blanche, qui est une ortie qui ne pique pas. C'est pour ça que j'avais fait attention au début à vous dire si vous ne savez pas si c'est une ortie ou pas, vous mettez un doigt pour voir si ça pique. Donc là, on est d'accord, voilà que c'est une ortie blanche. L'ortie blanche, si je comprends bien la question, c'est le lamier blanc qui ne pique pas, qui n'est pas une ortie, qui n'a pas les mêmes propriétés. Elle est comestible aussi, donc éventuellement, si vous la mangez, c'est pas grave, mais elle n'aura pas du tout les mêmes intérêts en fait en infusion dans le vinaigre. Donc, il n'y aura pas de malheur, mais du coup, vous perdez complètement l'intérêt. On ne l'utilise donc pas pour ce vinaigre-là? Non. Très bien. Voilà. On espère avoir répondu. Sinon, n'hésitez pas à reposer la question, recommenter. Et on essaiera, si on n'a pas la réponse là, dans tous les cas, d'apporter la réponse ultérieurement sur les réseaux ou directement auprès de vous. Donc, on taille les petites branches d'ortie, les petites feuilles, pardon, voilà. d'ortie. La quantité, Aurélie, sur... Eh bien, on va faire comme tout à l'heure. On va en mettre un petit peu plus que tout à l'heure. On remplit un contenant et on va venir le recouvrir de vinaigre. Un petit peu plus que tout à l'heure. On essaye de faire quelque chose de bien tassé. En fait, on tasse bien les feuilles, on recouvre de vinaigre pour que toutes les feuilles soient en dessous de la surface du liquide et on s'arrête là.
D'accord. Donc Voilà. là, si on prend l'exemple, ça c'est une bouteille d'1 litre de jus de fruits, hein. On va aller jusqu'au tiers de la bouteille. Là, ici, pour l'instant, je m'arrêterai là. Et hop, si j'en mets plus, je peux monter ouais, jusque là. Après, ça va pas, il n'y a pas de réaction, ça ne va pas mousser. Donc, on peut monter jusqu'en haut si on veut, il n'y a pas de D'accord, souci. très bien. Si on anticipe les questions hein, du même style de celles que nous avons eues tout à l'heure, l'entretien, la conservation pardon, de ce vinaigre, la durée, est-ce qu'on peut le garder un petit moment ou pas? Alors, oui. Alors, déjà, l'infusion, le temps d'infusion va être beaucoup plus long. Cette fois-ci, on va pas le faire chauffer. On pourrait, il y en a qui font des infusions, qui font chauffer, et pour accélérer le processus d'infusion, ils vont chauffer leur liquide. Moi, je préfère le faire à température ambiante, c'est plus doux, je trouve que c'est plus respectueux pour la plante, mais du coup, ça, il faut allonger le temps. Donc, on va le laisser à peu près 3 semaines. D'accord, 3 semaines. Au bout de 3 semaines à peu près, là, on peut estimer qu'à température ambiante, il y a un équilibre qui s'est produit et que les principes de la plante sont passés dans le vinaigre. Et du coup, on pourra le conserver après Après, on filtre et après, le vinaigre, on peut le conserver au moins 1 an. D'accord, Sans bon, problème. ben voilà, ok. Sans problème. Ok. C'est vrai que ça peut donner une indication de la quantité que je peux faire initialement. Soit je pars sur un petit pot, soit je pars sur une bouteille d'1 litre. C'est voilà. ça. Mais la bouteille d'1 litre, voilà, c'est un bon format. On peut tous avoir ces bouteilles-là à la maison, des bouteilles de jus de fruits, on les garde, on les lave, et puis on a ça au moins à la maison, quoi. Donc on met les feuilles, le romarin. On met les feuilles, le romarin. Je prends mon vinaigre de cidre. Alors soit je l'ai choisi bio, parce que c'est toujours pareil, comme je vais le mettre sur moi, je fais attention à ce que je mets sur moi, j'essaye d'éviter les produits chimiques en plus. Ou alors je l'ai fabriqué moi-même avec mes épluchures de pommes. Je vais venir recouvrir les plantes et là je vais essayer de tasser un petit peu parce que les plantes vont toujours avoir tendance à remonter, j'en ai pas mis beaucoup donc du coup je vais avoir un petit peu de mal, mais voilà, on essaie vraiment de les mettre en dessous pour pas en mettre de trop. Oui, en effet, les feuilles ont tendance à remonter avec le liquide, donc on les repousse vraiment dans l'eau, enfin dans le vinaigre pardon, de façon à ce qu'elles soient vraiment recouvertes et ça ne sert à rien de mettre trop de vinaigre non plus, quoi. Voilà, bon ici dans mon cas là, si j'avais préparé ça, là il y en a assez. Je ne mettrai pas plus de vinaigre. Pour qu'il soit bien concentré après et qu'il soit bien actif, je ne mettrai pas plus de vinaigre. D'accord. C'est bon, tout le monde suit un petit peu à la maison. On valide, on a compris un peu. Super, je n'ai que des pouces levés. C'est magnifique. Parfait. Donc lui, une fois que je l'ai préparé, je le conserve à température ambiante, pas trop à la lumière. On fait attention à la lumière pour pas que ça chauffe, pas derrière une fenêtre où il y a du soleil, plutôt même dans le fond d'un placard, là il n'y a pas de souci, pendant 3 semaines à peu près. Pareil, c'est un ordre de grandeur, hein. Il ne va pas se passer un truc magique au bout de 3 semaines et 1 jour, ou voilà, il n'y a pas de souci. Un peu plus, un peu moins, il n'y a pas de problème. Donc là, pour le coup, on peut faire ça avant de partir en vacances 3 semaines. Il n'y a pas de... Ouais, absolument, ça marche. Bon, il ne faut pas trop l'oublier non plus. Alors, le vinaigre est un conservateur, donc de toute manière, là, il n'y aura pas trop de putréfaction, sauf si vraiment vous attendez très longtemps. Donc, on ne court pas ce risque. C'est pour ça qu'on fait attention quand même de mettre les plantes en dessous, pour pas qu'il y ait trop de contact avec l'air. Au bout de 3 semaines, on ferme bien le bouchon. Au bout de 3 semaines, on filtre. On remet dans un autre contenant, propre et sec, pareil. Et à partir de là, on peut le garder 1 an au moins. Il n'y a pas sans souci pendant 1 an. Vous obtiendrez, vous avez vu, j'en avais préparé une bouteille qui était terminée ici. En fait, on ne voit pas de différence. La couleur est la même, c'est normal. Il n'y a pas de souci. C'est pas que ça n'a pas fonctionné. Là, ça devient pas vert, essentiellement parce qu'on n'a pas chauffé. Donc, on n'a pas récupéré la chlorophylle des plantes. D'accord, très bien. Moi, je noterai le petit détail, mais qui a, ma foi, son importance. C'est la petite étiquette. Hein, pareil, avec du papier raffia, petit papier récup, mais au moins, on sait ce qu'on a mis dans la bouteille. Et ça, c'est important quand on fait maison. On essaie toujours d'identifier sur le contenant ce que l'on a mis dedans. Que si quelqu'un arrive dans la maison, ben voilà, il puisse, quand il ouvre le placard, savoir que c'est du vinaigre et que c'est pour les cheveux ou pour le corps. Ouais. Voilà, mais que c'est pas forcément pour la salade. Même si, encore une fois, comme tout est naturel,
On peut. On pourrait manger. On peut l'utiliser pour la salade, ça marche aussi. Il n'y a rien du tout qui l'interdit. C'est comme ça qu'on fait des vinaigres infusés. On peut faire infuser n'importe quoi dans le vinaigre. Mais effectivement, ouais, l'étiquetage, comme tout à l'heure la lessive, hein, pareil, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est une très bonne remarque. Ce qu'il y a dedans et la date. Et la date de fabrication aussi, toujours. Parce que je vous promets qu'au bout de 10 produits, même si on est sûr de soi, on mélange tout quand même. Dans le placard, ça devient quelque chose de compliqué, de vraiment compliqué. Voilà, ensuite en termes d'utilisation, alors ce vinaigre-là, bon, on pourrait le manger, effectivement. Là, l'idée, c'était de l'utiliser dans la salle de bain. Donc, pour les cheveux, ça va être un produit de rinçage, ce qu'on va utiliser après le dernier rinçage. Donc, vous lavez les cheveux comme habituellement, vous rincez les cheveux, vous retirez toutes les traces de shampoing. Et en dernière eau de rinçage, vous pouvez prendre un mélange dilué de moitié de vinaigre. Donc, vous prenez à peu près un petit verre de vinaigre, vous rajoutez la même quantité d'eau. Donc, ce que je fais, je prends un grand verre, je mets la moitié de vinaigre, je rajoute de l'eau, je rajoute la même quantité d'eau à peu près dessus pour que ce soit dilué de moitié, pour que ça pique moins, ce soit moins fort quand même aussi. Et après, vous pouvez vous en rincer la tête et frictionner un petit peu le cuir chevelu et les cheveux. Principalement le cuir chevelu parce que ça va venir activer en fait un petit peu la circulation sanguine dans le cuir chevelu et renforcer les racines des cheveux, plus que les cheveux sur toute la longueur. Donc voilà, et ensuite on ne rince plus les cheveux en fait, on se rince les cheveux au vinaigre et on les laisse sécher naturellement. Alors, tout de suite une question. L'odeur? Oui, ça sent le vinaigre. Oui, sur le coup, ça sent le vinaigre, absolument. Surtout, le vinaigre de pomme est beaucoup moins désagréable que certains autres vinaigres parce qu'il y a quand même une odeur de pomme, mais ça sent un petit peu le vinaigre, mais c'est une odeur très volatile. Donc en fait, au bout de 10 minutes, il n'y a plus d'odeur. Dès que les cheveux sont secs, ça sent plus rien du tout. Voilà, donc ça c'est l'info à retenir Ouais. quand même. C'est oui, ça sent le vinaigre, mais 10 minutes après, ça ne sent plus. Donc bien sûr, on ne fait pas ça 5 minutes avant le rendez-vous, et notamment le rendez-vous galant. Voilà, on prévoit le 10 minutes, un quart d'heure de secours. Ouais. Ça sent pas le vinaigre, c'est bon, je peux aller voir mon rendez-vous. Sait-on jamais. C'est ça. Et on ne s'inquiète pas non plus, c'est normal en fait, ça va partir tout seul. Promis, juré, il n'y a aucun souci là. Je l'ai fait des tas de fois, je le fais tout le temps et il n'y a aucun problème. Voilà. C'est aussi très bon, en fait ça va être un activateur sanguin, donc le vinaigre va aussi être très bon pour la peau du visage, malgré ce qu'on pourrait croire, on se dit ah, ça va alors piquer peut-être un petit peu, mais ça va justement faire cautériser un petit peu les micro-plaies qu'on peut avoir sur le visage ou sur les mains, en fait ça va venir les nettoyer, leur faire du bien. Ça va aider, faciliter un petit peu l'oxygénation de la peau aussi. Donc c'est très très bon comme eau de rinçage sur le visage, mais beaucoup plus dilué. Là pour le coup, vous en prenez une bassine et vous mettez un petit verre dedans, l'équivalent de 5 à 10 centilitres dans un lavabo par exemple. Et puis ensuite vous vous rincez le visage, vous vous rincez les mains. Et pareil, vous laissez sécher à température ambiante sans rincer derrière. Sinon, vous allez retirer le vinaigre. Donc, vous le laissez s'évaporer complètement et puis vous le laissez agir sur la peau. Bah, super info. Céline, une réaction, une question? Oui, une question sur Facebook donc de Anne. Est-ce que les enfants peuvent utiliser le produit? Alors, ça reste du vinaigre, donc ça pique. Donc, ça pique les yeux. Et en plus, les enfants, quand on leur rince les cheveux, ils bougent un peu partout. Moi, je sais que j'ai essayé avec ma fille qui m'a dit « Maman, ça pique !» Donc, je le dilue beaucoup plus. Ce que je fais avec les enfants, c'est que je le dilue beaucoup plus. Mais ce n'est pas dangereux du tout, ça n'attaque pas. Ce n'est pas dangereux, si ça pique les yeux, c'est qu'il y en a un petit peu, on passe un petit coup d'eau et puis c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est plus dans la pratique que c'est voilà, moins adapté. Et puis ça reste désagréable, après ils vont râler, voilà, c'est pas le même. Mais ça, après les parents gèrent, et puis voilà. Non, mais diluer pour les enfants, diluez-le beaucoup plus. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on approche de l'heure et notamment de l'heure de l'apéro. Donc on va essayer de vite passer au pesto. Comme ça on pourra le faire et puis directement enchaîner, inviter les voisins. Petit effectif, attention, masqué et puis hop, petit apéro au pesto. Impeccable, oui, on passe à la cuisine. Donc le pesto, c'est un petit peu ma préparation culinaire préférée en plante sauvage. Ça, si Jérôme peut venir zoomer dessus, rien que comme ça, ça donne envie. Là, alors Jérôme, notre réalisateur, va venir. Il va venir avec la caméra, il va le trouver, voilà.
Et rien que comme ça, c'est vrai que ça donne envie. Voilà, alors, étaler sur une petite tartine à l'apéro, c'est pas mal, effectivement. Et puis ça me permet de prendre le temps de parler de ce que c'est en fait. Donc le pesto, c'est une plante qui est une plante minimum, des feuilles de plante, écrasées avec des graines, des oléagineux, qui peuvent être des amandes, des noisettes, des pignons de pin, des graines de maïs, peu importe, et également une huile. Pareil, l'huile de votre choix, pas d'importance, sinon votre goût personnel et puis un agencement en fonction de ce que vous avez dans vos armoires à ce moment-là. Ça peut être de l'huile d'olive, de colza, de tournesol, peu importe, ou même un mélange. Il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de faire une mixture avec tout ça, qui peut être plus ou moins tartinable en fonction de ce qu'on aime. Moi, j'aime bien quand c'est juste un petit peu écrasé, pilonné et qu'on voit encore les ingrédients et que ça croustille un petit peu sous la dent. Mais on pourrait très bien le mixer beaucoup plus pour avoir quelque chose de très doux, tartinable, à mettre sur un toast et sur une tartine. Donc là, c'est en effet selon le goût de chacun. Ça. Selon le goût de chacun, vraiment. Et l'idée, c'est d'associer des plantes avec de l'huile. Donc l'huile va pomper un petit peu, toujours pareil, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la plante, et une graine pour donner un petit peu de texture. Alors, c'est l'occasion aussi toujours de regarder ce qui pousse tout seul autour de nous et de l'utiliser à bon escient. Donc on revient sur l'ortie, qui, je vous le rappelle, vous avez retenu, des minéraux, énormément de minéraux. Donc pour se booster un petit peu, si on est fatigué, l'ortie est particulièrement conseillée chez les personnes qui sont fatiguées, un coup de pompe un peu anémique, ou les femmes enceintes qui allaitent, qui ont beaucoup de dépenses énergétiques. Donc voilà, c'est une plante qui va permettre de vous fortifier un petit peu. Donc on va pouvoir mettre un petit peu d'ortie, qui pousse en plus en quantité déraisonnable partout autour de nous. Donc on peut se servir sans trop de problèmes. C'est une question qu'il faut garder à l'esprit aussi, ne pas venir se servir dans la nature comme si on était dans un supermarché sans y réfléchir. Hein. Il faut quand même rester raisonnable, mais l'ortie nous permet ça, il n'y a pas de souci. Même si je rebondis, dans un supermarché, on peut aussi réfléchir à ce que l'on achète et ce que l'on consomme. C'est le début. Réfléchissons. Reprenons un petit peu aussi ce pouvoir-là et de l'éco-consommation et de l'éco-responsabilité. Ça. Donc là, dans un pilon, hop. Dans un pilon, un petit peu d'ortie. Je vous ai choisi celle-là. Donc le lierre terrestre dont on a parlé tout à l'heure, et que j'ai choisi ce soir parce que déjà il y en a en ce moment. C'est pour vous dire que la nature est quand même riche, même en cette période proche de l'hiver. Du lierre terrestre, il y en a, et si vous connaissez, vous savez qu'elle a une bonne odeur, et si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à essayer, à tester. Vous retrouverez cette petite feuille en forme de cœur dans les sous-bois, en bordure de forêt. Et si vous la voyez, prenez-en, cueillez-en une, elle fait un grand tapis, et chiffonnez-la et portez-la aux narines. Et vous verrez, il y a une odeur très particulière qui va se dégager, vous ne pourrez que l'apprécier et être sûr que c'est elle. Donc là, on va l'associer à l'ortie, particulièrement pour profiter de son goût, en fait, de son odeur. En proportion, on essaie de faire 50-50 ? Alors, en proportion, on fait... vraiment ce qu'on veut. C'est une question de... Ça, c'est vraiment une question personnelle de goût. En fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Et si vous deviez donner un conseil aux grands débutants que je suis, Alors celle-là, elle a une forte odeur. Donc si vous aimez les plats qui sont odorants, assez relevés, vous pouvez en mettre beaucoup. Si vous n'aimez pas trop, on diminue nettement. D'accord, très bien. Ça dépend du goût de chacun. Et on va rajouter un petit peu de mauve. Alors je voulais vous présenter la mauve, dont on a parlé aussi tout à l'heure, parce que c'est la plante de la douceur. Elle est présentée comme ça. Elle est pleine de mucilage. C'est une matière, quand on l'écrase, qui fait quelque chose d'un petit peu gluant, le mucilage. Donc ça va permettre de faire le lien dans un pesto, c'est plutôt pas mal. On va l'écraser et ça va donner quelque chose d'assez fluide, d'assez souple, qui va apporter du liant. Elle est utilisée aussi beaucoup en cosmétique pour ça, parce que du coup elle est douce pour la peau, elle est douce à l'extérieur et elle est douce à l'intérieur aussi. Donc elle va venir soigner un petit peu, faire du bien quand on a la gorge qui gratte ou quand on a des petits maux d'intestin. Elle vient, comme à l'extérieur, elle adoucit la peau, à l'intérieur, elle adoucit les muqueuses également. Une plante qui nous fait du bien. Voilà, alors on approche de l'hiver, c'est toujours bien d'en prendre les bénéfices. Donc on en met un petit peu aussi dans le pilon.
On peut le pré-ciseler pour que ce soit plus facile, ou dans un mixeur. Hein. Alors moi, je suis assez fan des choses faites maison à la main, et du coup, je trouve ça assez simple. Il n'y a pas besoin d'électricité, en plus, c'est chouette. Mais vous pouvez très bien faire ça dans un mixeur, c'est exactement la même chose. Ensuite, on va rajouter quelques graines, donc on disait des oléagineuses. Peu importe la nature de la graine, ici j'ai des amandes et des noisettes. Donc on va en mettre quelques-unes. Alors les proportions idéales, c'est facile, c'est 1/3 de feuilles, 1/3 de graines, 1/3 d'huile. Ah, voilà, Un tiers, voilà la un tiers, recette, un tiers. un tiers, un tiers, un tiers. Ça, ce sont les proportions idéales que vous pouvez après un petit peu faire évoluer en fonction de vos envies. À titre personnel, on n'aime pas trop l'huile à la maison, donc on en met souvent un petit peu moins. Et puis on va éventuellement rajouter un tout petit peu d'eau pour compenser et que ça ait une texture agréable également. Mais on en met un petit peu moins. Nous avons une question, je crois. Une question, vas-y Séverine, oui. Alors, Laure demande où on peut trouver de la mauve et comment le reconnaître. Alors on l'a abordé en effet au tout début. On a vu un petit peu au tout début. Alors, répétition pour ceux qui ont suivi. La mauve, c'est la plante du chiffre 5. Elle a une feuille avec 5 nervures qui se rejoignent au milieu, comme les 5 doigts de la main se rejoignent au niveau de la paume de la main. Là, comme ça. Donc, et on voit les 5 lobes de la feuille, du coup, qui se dégagent. Elle fait des fleurs qui sont mauves. C'est plutôt pas mal, pour une fois ça marche bien. Avec 5 pétales. Voilà, donc toujours pareil, vous retrouvez le chiffre 5. Elle pousse plutôt en zone potagère, dans les prairies, sur les terrains un peu riches. Donc souvent c'est une plante qui peut pousser quand on fait un potager et qu'on a apporté un petit peu de compost, on a amendé à un certain endroit, elle peut pousser sur les bordures de parcelles parce qu'elle aime bien ces endroits un petit peu comme ça. Voilà, sur les prairies, les bords de chemin, les bordures de maisons, des endroits un petit peu dégagés, un peu piétinés mais riches. Très bien, voilà, on espère avoir répondu à la question. Regardez la fleur, regardez la forme de la fleur sur une fleur ensuite, et puis vous y associerez assez vite la forme de la feuille et vous pourrez la reconnaître. Elle est en fleur à quel moment de l'année? Alors, elle reste en fleur assez longtemps, ça commence un peu plus tard au printemps, c'est pas les premières fleurs de printemps, je pense qu'elle doit commencer à fleurir à partir du mois de mai-juin. Et après, elle peut être en fleurs progressivement, quasiment tout l'été, si elle est assez arrosée. D'accord, voilà. Ouais. Bon, c'est une indication aussi pour la reconnaître, puisqu'on a aussi la couleur. Hein, donc, Oui. on peut attendre dans cette période-là, si vraiment on n'est pas sûr, pour essayer de la trouver, quoi. Une question, on va pouvoir mettre les recettes aussi sur... On pourra, pardon, je me reprends, vous faire passer les recettes. Vous qui vous êtes inscrits là, sur les ateliers, on fera passer voilà, toutes ces recettes-là, les 3 éléments qui auront été faits ce soir. Vous recevrez un petit livret là, dans les prochains jours, hein, dès qu'on va pouvoir le faire. Ça marche, absolument. Voilà, bon, ensuite, il suffit donc d'écraser et de prendre le temps de bien pilonner un petit peu tout ça ensemble, ou de mixer. L'idée étant d'homogénéiser un petit peu tous ces ingrédients pour pouvoir en faire un seul plat. Je ne vais pas faire trop de bruit. Si je pilonne vraiment, ça va faire du bruit. Voilà. Vous avez compris le principe. On a compris le principe. Et je vous ai apporté le résultat frais de tout à l'heure. On écrase tout ça, voilà, on mixe. Voilà. Ah voilà, super, avec la cuillère. Voilà, pareil, si Jérôme, tu peux venir zoomer un petit peu. Avec la cuillère, on voit un petit peu voilà, la consistance que ça peut avoir dans le pot. Voilà. L'idée étant d'avoir une petite pâte. Et donc ça étalé sur une petite tartine de pain frais. Voilà, cru, voilà, enfin en froid on va dire, c'est des plantes crues, donc on a vraiment toutes les vitamines. Si vous faites ça 1 heure avant, vous récupérez en plus vraiment toutes les vitamines de la plante. On n'a rien chauffé, on n'a rien fait cuire, donc c'est parfait. Vous l'étalez sur un petit toast, un petit blinis, une tartine de pain que vous sortez du four, et c'est parfait pour l'apéro. Ou alors vous pouvez le faire légèrement réchauffer et l'ajouter dans un plat de pâtes, de riz avec un féculent, en petite sauce en fait, en garniture par-dessus, ça marche bien aussi. Sur le fond d'une tarte, d'une pizza. Enfin, moi je sais pas vous, mais ça me donne quand même un alibi pour faire des apéros sains. C'est que du coup je vais pouvoir me faire du pesto aux orties,
hop, impeccable, et hop, ben, j'ai tout trouvé. On ne pourra plus me dire, ou hop, attention à l'apéro, etc. Avec modération, bien sûr, mais il est invité à tous mes apéros. C'est ça. Pas de déchets, plus d'emballage, c'est directement du jardin. En plus, on utilise une matière qui est disponible et vous l'avez fait vous-même, donc c'est encore meilleur. Eh bien, merci beaucoup Aurélie. La transition pour moi est toute trouvée aussi, puisque je rappelle que nous sommes bien dans la semaine européenne de la réduction des déchets et qu'on a vu des recettes qui nous font du bien, des recettes qui nous amènent à aussi nous promener en extérieur pour aller cueillir tout ça, mais aussi le fait de faire maison, on a récupéré que des contenants en verre, récupérés, rien d'acheté, pas de plastique, pas de transfert de matière, et c'est des petits gestes du quotidien, mais qui ont vraiment leur importance dans la réduction des déchets. Donc c'est vraiment l'objectif. N'oublions pas que d'ici 2025, il faut que l'on ait réduit de 50% les déchets que l'on amène à l'enfouissement. 50%, c'est considérable. Si chacun d'entre nous, nous ne mettons pas à agir dès aujourd'hui, nous n'atteindrons pas les objectifs. Mais par contre, si ensemble, tous, chacun à notre part, on fait notre petit geste, on peut y arriver. Voilà. Donc moi, je suis sûr que si vous êtes connectés ce soir avec nous, c'est que ce sujet vous intéresse et que du coup, ben, voilà, vous serez attentifs et attentives à tout ça et que du coup, ben, on peut compter sur vous pour que l'objectif soit atteint et de main de maître. Donc, la CERD, c'est aussi un défi quotidien que l'on a commencé sur le Facebook de Val-de-Garonne Agglomération lundi dernier. Pour les retardataires, lundi, il suffisait de coller un stop pub sur sa boîte aux lettres. Et ainsi, on peut économiser jusqu'à 35 kg de papier par an par boîte aux lettres. C'est considérable. Ça n'empêche que vous recevrez le courrier normalement. Tout ce qui est adressé à votre nom, vous le recevrez normalement. Mais toutes les publicités que l'on ne lit pas et qui partent directement de la boîte aux lettres jusqu'au bac jaune, mais on peut cela les éviter. Et donc éviter, même si c'est du papier recyclable, même si voilà, on peut trouver pas mal de choses vertueuses dans tout ça, mais le plus vertueux, c'est quand même le déchet qu'on ne produit pas. Voilà, donc arrêtons ça. Un petit stop pub. Mardi, il s'agissait de se munir d'une gourde en inox. Et puis, on évite ainsi 96 bouteilles par an en moyenne et par Français. 96 bouteilles en plastique par an en moyenne. Sachant que certains d'entre nous n'en consomment zéro. On peut imaginer que d'autres en consomment du coup beaucoup. Voilà. Mercredi, c'est ça, hier, nous étions sur la fabrication et sur le défi de fabriquer un produit ménager. Donc on a eu les ateliers hier avec Ophidia Séoul, mais on a aussi Aurélie qui ce soir nous a fait la petite lessive au lierre, magnifique, facile, rapide, efficace. On a aujourd'hui, le défi était de fabriquer un produit cosmétique, et puis hop, Aurélie, elle nous a fait un petit vinaigre qui est utilisable pour le corps et les cheveux. On aura aussi notre partenaire samedi matin, donc si vous n'êtes pas inscrit sur les ateliers samedi matin, les alternatives de Lily va venir faire un atelier avec du déodorant, du dentifrice et un gommage pour le corps. Donc aussi, ça c'est intéressant. On peut s'inscrire de 11h à midi samedi matin. On est confiné, on n'a pas beaucoup d'endroits où aller. Donc restons devant l'écran. Pour une fois, c'est utile. Et puis on pratique tout ça. Voilà. Et pour conclure, demain le défi, vendredi, c'est je composte mes biodéchets. Donc là, on n'hésite pas. C'est quelque chose qui est très facile, très abordable, mais qui est vraiment efficace. Un tiers de nos poubelles noires est constitué de matière compostable. Un tiers des poubelles noires. Donc si encore une fois, en poids. Donc si en effet chacun d'entre nous on fait ce petit geste, qui prochainement, dans tous les cas, d'ici 2024, va devenir quasiment obligatoire, pour chacun d'entre nous, toutes les personnes qui seront en capacité de le faire devront le faire. Donc autant commencer maintenant. Un petit compost. Pour ça, Val-de-Garonne Agglomération vous accompagne. Des formations gratuites avec un maître composteur. Et puis des tarifs très préférentiels sur des composts. Il suffit juste d'appeler au siège, à l'agglomération, à l'accueil, et puis on vous donne tous ces renseignements-là. En tout cas, voilà, je conclurai en disant, et je pense au nom de vous tous et toutes, un grand merci à Aurélie. Merci vraiment de l'atelier qu'on vient de vivre. C'était richissime en informations. Moi, ça m'a passionné. Ça me donne envie d'aller me promener. Tant mieux. Et de faire un petit pesto pour l'apéro. Voilà. On vous libère d'ailleurs parce que c'est l'heure, voilà, donc tous à l'apéro si vous le souhaitez. Et puis à samedi pour les prochains ateliers. Merci beaucoup. Merci.